Il m'a regardé sans détour et il a dit qu'il avait fait son choix. Sa voix était ferme, presque soulagée. Il a ajouté que désormais, il devait penser à sa femme, à son couple, à leur avenir. Que je devais comprendre, que je devais accepter. Et surtout, que je devais arrêter de compliquer les choses. Ces mots, je les ai entendus comme on reçoit un verdict. Pas un cri, pas une insulte. Pire, une phrase posée, rationnelle, présentée comme une évidence. Mon fils venait de me exclure calmement de sa vie décisionnelle. Non pas parce que j'avais fauté, mais parce que je n'étais plus prioritaire. Mise au... Sa femme était là, silencieuse. Elle ne souriait pas. Elle n'avait pas besoin de le faire. Elle savait que ce moment lui appartenait. Elle savait qu'il parlait, pour eux deux. Je me suis rendu compte alors que la discussion n'en était pas une. La décision était déjà prise. On ne me demandait pas mon avis. On m'informait. J'ai senti quelque chose se déchirer en moi. Pas une colère violente. Une douleur plus ancienne, plus sourde. Celle de comprendre que le lien que je croyais indestructible venait d'être relégué au second plan, sans ménagement, sans reconnaissance de tout ce qu'il avait coûté. Et il a continué à parler. Il expliquait qu'il fallait avancer, tourner la page, moderniser les choses. Miss, il disait que je devais leur faire confiance. Ce mot-là, confiance, m'a frappé. On me demandait de faire confiance à des décisions prises sans moi, contre moi, mais présentées comme raisonnables. Je me suis entendu répondre que je comprenais. Une phrase automatique, apprise depuis longtemps. Celle que l'on prononce pour éviter l'escalade, pour préserver ce qui peut encore l'être. Mais à l'intérieur, quelque chose venait de s'effondrer. Je comprenais, oui. Je comprenais que je venais de perdre ma place. Les jours qui ont suivi, cette phrase tournait en boucle dans ma tête. Il a choisi son épouse contre moi. Pas par haine, par facilité, par alignement progressif, avec une vision où je devenais un élément encombrant, une voix du passé, un frein à l'organisation qu'il voulait mettre en place. Je me suis rendu compte que ce choix ne datait pas de ce jour-là. Il s'était construit lentement, à travers des silences. Des reports, des décisions prises à deux, puis annoncées après coup. Ce jour-là, il avait simplement été formulé clairement. Et cette clarté faisait mal. Je me souvenais de l'enfant qu'il avait été, de la confiance absolue dans ses yeux, de la manière dont il me consultait pour tout, même adulte. Ce contraste rendait la scène presque irréelle. J'avais l'impression d'assister à une rupture dont je n'avais jamais été prévenue. Sa femme, elle, parlait parfois pour lui. Elle reformulait ses phrases, les rendait plus acceptables, plus lisses. Elle disait que ce n'était contre personne, que c'était pour le bien de leur couple, qu'il fallait respecter leur unité. Cette unité-là se construisait clairement sans moi. Je n'ai pas protesté. Pas ce jour-là. Je savais que toute réaction émotionnelle serait immédiatement disqualifiée. On parlerait de jalousie, de possessivité, d'incapacité à lâcher prise. Je connaissais trop bien ces mécanismes pour y précipiter. Mais ce silence n'était plus le même que les autres. Il n'était plus une soumission. Il était une prise de distance. J'observais, je notais, je reliais les éléments. Je comprenais que ce choix, présenté comme personnel, allait avoir des conséquences concrètes, bien au-delà de l'affectif. Peu après, j'ai découvert que certaines décisions importantes avaient déjà été prises. Des démarches engagées, des documents préparés, toujours au nom du couple. Toujours sans me consulter, mon exclusion n'était plus symbolique. Elle devenait pratique, mesurable, presque administrative. C'est à ce moment-là que j'ai compris une chose essentielle. Mon fils avait choisi son épouse, mais ce choix ne lui donnait pas le droit de m'effacer. Pas légalement, pas moralement, Isaac, pas humainement. Et si lui pensait que tout cela pouvait se régler dans le non-dit, il se trompait lourdement. Je ne savais pas encore comment les choses allaient évoluer. Je n'avais pas de plan précis. Mais je sentais clairement que la discussion familiale ne suffirait plus. Que les émotions, les souvenirs, l'amour maternel n'étaient plus des protections efficaces. Ce jour-là, sans bruit, sans déclaration, quelque chose s'est mis en place en moi. Une lucidité froide, presque calme. Si mon fils avait choisi son épouse contre moi, alors il faudrait désormais compter avec un autre arbitre. Un arbitre qui ne choisit pas par affection,
mais par règle claire, la loi. Et ce choix Allah, lui, allait bientôt s'imposer à tous. Avant ce jour où mon fils a prononcé son choix comme une évidence, il y avait une vie faite de continuité et de promesses. Tacite. Une vie que je croyais solide, parce qu'elle s'était construite lentement, sans heurts apparents. J'avais appris à mesurer le temps à travers ses étapes à lui. Ses progrès, ses doutes, ses décisions. Être mère, pour moi, n'avait jamais été un rôle ponctuel. C'était une présence constante, parfois discrète, mais toujours engagée. Je me souviens de ces années d'enfance, de cette confiance absolue qu'il me portait. Il venait me chercher pour tout, même pour des choses insignifiantes. J'étais son point fixe. Celle qui rassure, qui explique, qui protège, sans envahir. En grandissant, il avait conservé cette habitude de me consulter. Pas par dépendance, mais par respect. J'y voyais la preuve que notre lien avait trouvé sa juste place. Lorsque son père est parti, bien plus tôt que prévu, j'ai tenu. J'ai tenu pour deux, sans jamais le lui faire porter. J'ai appris à être solide sans être dur, à organiser sans imposer, à faire en sorte que la maison reste un lieu sûr, où l'on pouvait parler sans crainte. Cette période nous a rapprochés. Nous avons traversé ensemble des moments qui forgent une complicité silencieuse. Plus tard, quand il est devenu adulte, je me suis effacée progressivement, comme je pensais qu'il fallait le faire. Je ne voulais pas être cette mère qui s'accroche. Je voulais qu'il vive, qu'il choisisse, qu'il construise. Je me suis tenue à la bonne distance, celle que l'on croit juste quand on a appris à faire confiance. Je pensais que cette retenue serait comprise, qu'elle serait respectée. Quand il m'a présenté celle qui allait devenir son épouse, j'ai accueilli cette nouvelle avec une sincère ouverture. Je ne cherchais pas à comparer, ni à rivaliser. Je savais que sa vie ne m'appartenait plus de la même manière. Je voulais simplement rester une présence bienveillante, une référence, pas une entrave. Au début, tout semblait aller dans ce sens. Les échanges étaient cordiaux. Les discussions simples. Je sentais qu'il était heureux, et cela me suffisait. Je me disais que ma place avait évolué, mais qu'elle existait toujours. Je ne doutais pas encore. Je ne voyais pas ce qui, lentement, se mettait en place. Avec le temps, certaines conversations se sont raréfiées. Certaines décisions ne m'étaient plus partagées. Rien de brutal. Rien qui puisse alerter clairement. Alors, je me disais que c'était normal, que les priorités changent, que les couples se construisent aussi dans un espace protégé. Mais je respectais cela. Je ne voulais pas m'immiscer. J'ai continué à être disponible, à aider quand on me le demandait, à écouter, sans juger, à offrir ce que je pouvais sans compter. Je pensais que cette constance serait perçue comme un soutien, non comme une faiblesse. Je n'imaginais pas qu'elle puisse être interprétée comme une permission de décider sans moi. Il y avait pourtant des signes. Des phrases dites à la légère, des projets évoqués sans me regarder, des décisions déjà actées quand j'en entendais parler. Je les notais sans les assembler. Je n'avais pas envie de voir ce qu'elles annonçaient. J'avais trop investi dans cette idée d'un lien durable, capable d'évoluer sans se rompre. Je me souviens d'un moment précis. Il parlait d'avenir, de sécurité, de ce qu'il voulait mettre en place. Il utilisait le pluriel. Nous avons décidé. Nous pensons que. Je l'écoutais, fier de son assurance. Je n'ai pas immédiatement réalisé que nous ne me contenait plus du tout. Que j'étais passé de référence à périphérie. La vie d'avant n'était pas une illusion. Elle a existé. Elle a été faite d'amour réel, de solidarité, de respect mutuel. C'est ce qui rend la suite si douloureuse. On ne se prépare pas à être écarté quand on a construit dans la durée. On ne s'attend pas à ce que le lien se transforme en ligne de fracture. Avec le recul, je comprends que cette période a été celle de la transition. Il y a là celle où j'ai continué à agir selon les règles anciennes, pendant que de nouvelles règles s'installaient sans être dites. Cette asymétrie a créé un déséquilibre silencieux, et ce déséquilibre, un jour, devait forcément se révéler. Ce jour-là n'était pas encore arrivé, mais les fondations de ce qui allait suivre étaient déjà posées. Et moi, sans le savoir encore, je marchais vers un moment où l'amour maternel ne suffirait plus à me protéger. Les premiers signes n'ont pas pris la forme d'un affront direct. Ils se sont installés doucement, presque poliment, ce qui les rendait difficiles à contester. Rien qui justifie une colère ouverte. Rien qui permette de dire clairement
On me rejette. Et pourtant, quelque chose avait changé. Je le sentais, sans encore pouvoir le nommer. Au début, c'était de petites omissions. Là, des conversations qui s'arrêtaient quand j'entrais dans la pièce. Des décisions évoquées trop tard, comme des évidences déjà réglées. Mon fils me disait que ce n'était pas important, que tout était sous contrôle, que je n'avais pas à m'inquiéter. Il disait cela avec douceur, mais aussi avec une distance nouvelle. C'est comme s'il parlait à quelqu'un qu'il fallait rassurer, non consulter. Sa femme occupait de plus en plus l'espace, pas de manière agressive, avec assurance. De jauge, elle parlait vite, décidait vite, et utilisait souvent des formules qui ne laissaient pas de place à la discussion. C'est plus simple comme ça. On a déjà réfléchi. Tu verras, c'est mieux ainsi. Ces phrases revenaient souvent. Elles avaient l'air bienveillantes. Elles fermaient pourtant toute possibilité de échange réel. Je me souviens d'un repas où j'ai tenté de donner mon avis sur un projet qui me concernait directement. Rien de polémique, juste une remarque posée. Elle m'a interrompu doucement, en souriant, pour expliquer que ce point avait déjà été tranché entre eux. Mon fils a acquiescé sans me regarder. Mais la conversation a continué comme si je n'avais rien dit. Ce moment m'a laissé étrangement vide. À partir de là, j'ai commencé à parler moins. Pas parce que je n'avais plus rien à dire, mais parce que je savais déjà comment mes paroles seraient reçues, reformulées, et de là, minimisées, écartées. Le silence devenait une manière d'éviter l'humiliation feutrée. Je me persuadais que c'était de la sagesse, de la maturité. Je ne voyais pas encore que c'était une lente disparition. Les remarques sont devenues plus fréquentes. Tu devrais te reposer. Ce genre de choses est compliqué pour toi. On va gérer. Toujours ce on. Toujours cette impression que ma présence était tolérée, mais plus nécessaire. Je souriais. Je faisais semblant de comprendre. À l'intérieur, quelque chose se contractait. Parfois, sa femme parlait de moi à la troisième personne, alors que j'étais là. Elle disait qu'il faudrait penser à mon confort, à ce qui serait le mieux pour moi, comme si je n'étais plus capable de le dire moi-même. Cette manière de me transformer en sujet passif me blessait profondément, mais je n'osais pas la relever. J'avais peur de paraître susceptible, de confirmer l'image qu'on commençait à dessiner de moi. Mon fils, lui, évitait les sujets délicats. Il changeait de conversation. Il faisait diversion. Je reconnaissais cette stratégie. C'était celle que j'avais moi-même utilisée pendant des années pour préserver la paix. Voir mon propre enfant, l'employer contre moi, même involontairement, me faisait mal d'une façon nouvelle. Les informations importantes arrivaient toujours après coup. Un rendez-vous déjà pris. Une démarche déjà engagée. Quand je demandais pourquoi on ne m'en avait pas parlé, on me répondait que tout avait été fait pour me simplifier la vie. Cette phrase revenait souvent. Elle me dépossédait tout en prétendant me protéger. Je commençais à douter de moi, de ma légitimité, de mon droit à donner un avis. Je me demandais si je n'exagérais pas, si je ne devenais pas trop sensible. Cette remise en question constante était peut-être la plus grande violence. Elle m'amenait à porter la responsabilité de ce que je subissais. Rien de tout cela était assez grave pour provoquer une rupture immédiate. Et c'est précisément ce qui rendait la situation si insidieuse. Chaque petite humiliation, prise isolément, semblait anodine. Ensemble, elles construisaient un message clair. Ma voix comptait de moins en moins. Je n'étais plus une interlocutrice, j'étais une présence à gérer, une variable à intégrer dans leurs décisions, mais jamais au cœur de celle-ci. Et ce glissement progressif préparait quelque chose de plus grave encore. Alors, une étape où l'on ne se contenterait plus de m'ignorer symboliquement, mais où l'on déciderait concrètement, sans moi. Je ne le savais pas encore, mais ces petites humiliations étaient le terrain sur lequel allait se jouer la suite. Elles rendaient possible l'inacceptable. Elles normalisaient l'idée que mon silence était attendu. Et un jour, ce silence serait non seulement espéré, mais exigé. La goutte d'eau n'a pas été une dispute. Elle n'a même pas été une phrase de trop. Elle a pris la forme d'un fait précis, irréfutable, posé devant moi comme une évidence administrative. Un de ces gestes froids qui ne crient pas, mais qui coupent net. J'ai découvert l'existence de une décision déjà actée me concernant directement. Une démarche engagée sans m'en parler. Présentée ensuite comme une formalité nécessaire. On m'a expliqué que tout avait été fait pour aller plus vite, pour éviter les complications, pour sécuriser l'avenir. Leur avenir.
Le mien avait été présumé. Je me souviens très exactement du moment. Nous étions assis autour de la table. Mon fils parlait d'un ton calme, presque technique. Sa femme complétait, précise, organisée, sûre d'elle. Ils utilisaient des mots neutres, rassurants. Mise en place. Optimisation. Anticipation. Aucun de ces mots ne contenait mon accord. Quand j'ai demandé depuis quand cette décision avait été prise, mon fils a hésité. Une seconde de trop. Puis il a répondu que cela faisait déjà un moment, mais qu'il ne voulait pas m'inquiéter inutilement. Cette phrase m'a traversée comme un choc. Ne pas m'inquiéter. Comme si l'inquiétude venait de moi, et non de ce qui venait d'être fait sans moi. Sa femme a pris le relais. Elle a expliqué que tout était légal, que c'était dans l'intérêt de la famille, que je n'avais rien à craindre. Elle parlait vite, comme pour refermer la discussion, avant qu'elle ne s'ouvre vraiment. Je comprenais soudain que ce n'était pas une erreur. C'était une méthode. Ce jour-là, j'ai réalisé que le choix de mon fils n'était plus seulement affectif. Il était devenu opérationnel. Il avait choisi son épouse contre moi, et ce choix se traduisait désormais par des actes concrets. Pas des mots blessants. Des décisions. Des signatures. Des démarches qui modifiaient ma place réelle. Eh bien, je me suis sentie trahie, bien sûr. Mais au-delà de la trahison, il y avait autre chose. Une dépossession. On m'avait retiré le droit élémentaire d'être consultée sur ce qui me concernait. Et cette dépossession avait été maquillée en protection, comme si l'on me faisait une faveur. J'ai regardé mon fils. J'attendais qu'il dise quelque chose. Qu'il nuance, qu'il reconnaisse au moins que la manière était maladroite. Il est resté silencieux. Ce silence-là n'était pas une hésitation. C'était une validation. Il confirmait que la décision était irréversible et que mon désaccord éventuel serait perçu comme un obstacle. À cet instant précis, j'ai compris que la discussion familiale ne suffirait plus. Que l'amour maternel, les souvenirs, la loyauté passée n'étaient plus des garanties. Ils avaient été remplacés par une logique nouvelle, plus froide, plus efficace. Une logique où l'on avance d'abord, où l'on explique ensuite, si nécessaire. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas protesté. J'ai posé quelques questions simples. Qui avait décidé? À quel moment? Sur quelle base? Les réponses étaient floues, toujours justifiées, jamais assumées clairement. Cette absence de responsabilité me a frappé, plus encore que la décision elle-même. En quittant la table, j'avais une certitude. Ce qui venait de se produire n'était pas un accident isolé. C'était le résultat logique de toutes les petites humiliations précédentes, de tous ces silences acceptés, de toutes ces concessions présentées comme raisonnables. On était allé trop loin pour revenir en arrière, par une simple discussion. Ce soir, seul chez moi, j'ai repensé à tout ce que j'avais laissé passer. À toutes ces fois où je m'étais tue pour préserver l'harmonie, je comprenais enfin que cette harmonie ne existait que tant que je renonçais à ma place, et que dès l'instant où je cessais de le faire, elle devenait un prétexte. La colère est montée, mais elle n'a pas explosé, elle s'est transformée en quelque chose de plus précis. Une lucidité ferme. Je n'étais plus face à un conflit émotionnel, j'étais face à une injustice structurée. Et ce type d'injustice ne se règle pas par des larmes ou des explications. J'ai alors pris une décision intérieure, sans la formuler encore. Je ne chercherai plus à être comprise. Je chercherai à être protégée. Par un cadre qui ne dépend pas des humeurs, des alliances ou des choix affectifs. Un cadre qui ne choisit pas un camp, mais qui impose des règles. Ce jour-là, la mère blessée a cessé de parler, et une autre voix a commencé à se préparer. Plus calme, plus déterminée. Une voix qui n'allait plus demander sa place, mais la reprendre là où elle avait toujours dû se trouver. Après cette décision prise sans moi, les nuits ont cessé d'être reposantes. Elles se sont remplies de pensées lentes, insistantes, qui revenaient toujours au même point. Je revoyais la scène, les mots employés, les silences, les regards évités. Je n'essayais plus de comprendre ce qu'ils avaient voulu dire. J'essayais de comprendre ce que cela disait de ma place, réelle. Je me suis longtemps demandé si j'avais raté quelque chose. Si j'avais été trop discrète, trop confiante, trop indulgente. Cette remise en question était presque automatique. Elle faisait partie de moi depuis longtemps. Mais
Mais cette fois, elle prenait une autre direction. Je ne cherchais plus ce que j'avais mal fait. Je cherchais ce que j'avais laissé faire. Je pensais à mon fils, à l'enfant que j'avais protégé, accompagné, soutenu sans compter. J'essayais de concilier cette image avec celle de l'homme qui venait d'agir, sans me consulter. Ce décalage me faisait mal, mais il m'obligeait à regarder une réalité que j'avais trop longtemps adoucie. Il avait choisi son épouse, oui, mais surtout, il avait choisi la facilité du couple soudé contre la complexité du lien maternel. Je comprenais peu à peu que cette situation n'était pas née d'un seul choix brutal. Elle était le résultat d'un glissement progressif, encouragé par mon silence. Chaque fois que je m'étais tue pour ne pas déranger, j'allais contribuer à installer l'idée que mon avis n'était pas indispensable. Cette prise de conscience était douloureuse, mais nécessaire. Il y avait en moi un conflit profond. D'un côté, la mère qui voulait encore protéger, excuser, comprendre. De l'autre, la femme, qui sentait qu'on lui retirait quelque chose de fondamental. Mais ce conflit me tenait éveillée. Je priais parfois, non pour que la situation se répare comme avant, mais pour savoir ce qui était juste. Pour savoir jusqu'où je devais aller sans me renier. Je me suis surprise à écrire. Des phrases courtes, factuelles. Des dates, des décisions, des mots exacts prononcés. Mais ce n'était pas un journal intime. C'était une manière de sortir du flou émotionnel, de transformer ce que je ressentais en éléments concrets. Cette écriture m'apaisait. Eh bien, elle me donnait une impression de reprise de contrôle. Peu à peu, j'ai commencé à chercher des informations. Discrètement, sans en parler à personne. Je voulais comprendre ce que signifiaient réellement les décisions prises. Ce qu'elles impliquaient, ce que je pouvais accepter, et surtout, ce que je n'avais aucune raison d'accepter. Cette recherche n'était pas animée par la vengeance. Elle était animée par le besoin de clarté. Je réalisais alors une chose essentielle. L'amour maternel n'est pas une protection juridique. Il n'empêche pas l'injustice. Il ne garantit pas le respect. Et lorsqu'il est utilisé comme argument pour faire taire, il devient un outil de domination douce. Cette pensée m'a profondément troublée. Elle changeait la manière dont je regardais toute la situation. Je pensais aussi à l'avenir, à ce qui se passerait si je continuais à me taire. Quelles autres décisions seraient prises à ma place? Jusqu'où cette logique irait? Une fois qu'on accepte d'être contourné, il n'y a plus de limite claire. Cette perspective m'a fait peur, mais elle m'a aussi donné de la force. Il y avait des moments de doute. Je me demandais si je n'allais pas trop loin, si je ne risquais pas de perdre définitivement mon fils. Puis je revenais aux faits, à la décision déjà prise, à l'absence de consultation, à cette phrase dite calmement « Tu dois comprendre ». Et je me rendais compte que le lien était déjà profondément altéré. Ce n'était pas ma réaction qui le mettait en danger. C'était ce qui avait été fait sans moi. Cette phase d'introspection a été lente, silencieuse, parfois épuisante. Mais elle a posé une base nouvelle. Je cessais peu à peu de me voir comme une mère mise à l'écart. Et je commençais à me voir comme une personne à part entière, avec des droits, des limites, une voix légitime. Je ne savais pas encore comment j'allais agir. Je n'avais pas de plan précis. Mais je savais une chose, avec une clarté nouvelle. Je ne pouvais plus revenir à l'état précédent. Mais que revenir aurait signifié accepter que l'on décide durablement à ma place. Et cette idée, désormais, m'était devenue insupportable. Dans ce silence transformé, qui n'était plus une résignation mais une concentration, quelque chose se mettait en place. Une détermination calme, une volonté de ne plus subir. Pas contre mon fils, pas contre son épouse, mais pour moi. Et cette nuance allait changer toute la suite. Une fois la décision intérieure posée, je n'ai pas cherché à agir vite. J'ai cherché à agir juste. Je savais que toute précipitation serait interprétée comme une réaction émotionnelle, donc disqualifiée. Je ne voulais plus donner prise à ce récit-là. Alors, j'ai choisi la méthode, la lenteur et la précision. J'ai commencé par m'entourer de silence. Un silence différent, volontaire, stratégique. Je n'ai rien annoncé. Je n'ai rien laissé transparaître. À la maison, j'ai continué à être la même, disponible, calme, attentive. Ce masque n'était pas un mensonge. C'était une protection. Il me permettait d'observer sans être observé. J'ai pris rendez-vous avec un notaire,
seul. Pas celui de la famille. Un autre, un professionnel réputé pour sa rigueur. Le jour du rendez-vous, j'ai apporté mes notes, mes documents, mes dates. Je n'ai pas raconté une histoire. J'ai présenté des faits. Ce cadre m'a immédiatement soulagé. Ici, il n'était pas question d'affect, mais de règles claires. Le notaire m'a écouté attentivement. Il posait des questions précises, parfois dérangeantes, mais toujours nécessaires. Il ne cherchait pas à savoir qui avait raison moralement. Il cherchait à comprendre ce qui avait été fait, par qui, et avec quelles conséquences juridiques. Cette neutralité m'a rendue plus forte. Oui, pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas perçue comme une mère aménagée, mais comme une personne à protéger. Nous avons passé en revue les décisions prises sans moi, les documents préparés, les démarches engagées. À mesure que les éléments s'alignaient, une chose devenait évidente. Certaines limites avaient été franchies, non par ignorance, mais par facilité. Le notaire n'a pas haussé la voix. Il n'a pas exprimé de jugement. Il a simplement expliqué ce que la loi permettait et surtout ce qu'elle interdisait. J'ai ensuite ouvert un compte bancaire à mon nom seul. Un geste simple, presque banal, mais profondément symbolique. Il marquait une autonomie que j'avais laissée s'effriter au fil des années. Et j'y ai transféré ce qui m'appartenait légitimement. Rien de dissimulé. Rien d'irrégulier. Juste une séparation claire entre ce qui relevait du commun et ce qui relevait de moi. Parallèlement, j'ai entamé la révision de mon testament. Ce travail a été plus difficile que je ne l'imaginais. Il m'obligeait à regarder la réalité en face, à accepter que la transmission ne peut pas reposer uniquement sur l'amour espéré. Elle doit aussi se fonder sur le respect constaté. Chaque clause réfléchie, chaque choix posé me rendait un peu plus lucide. Je n'agissais pas par vengeance. Je le savais profondément. Je ne cherchais pas à punir mon fils, ni à exclure qui que ce soit. Je cherchais à remettre de l'ordre, à rétablir un cadre où plus personne ne pourrait décider à ma place sans mon accord. Cette intention guidait chacun de mes gestes. Beau, à l'extérieur, rien ne changeait. Ma belle-fille continuait à parler avec assurance. Mon fils semblait soulagé par mon calme. Il pensait que la tempête était passée. Je ne les détrompais pas. Leur sentiment de contrôle les rendait moins vigilants. Et je n'avais aucun intérêt à provoquer une confrontation prématurée. Je continuais à noter. Une phrase entendue. Une décision annoncée. Un rendez-vous évoqué. Pas pour accumuler des griefs, mais pour garder une vision claire. Cette discipline me donnait une force nouvelle. Je ne me sentais plus en attente. Je me sentais en préparation. Cette période m'a transformée. Je me découvrais capable de rigueur, de constance, de sang-froid. Je n'étais plus guidée par la peur de perdre mon fils. J'étais guidée par la nécessité de ne plus me perdre moi à même. Cette bascule intérieure était silencieuse, mais irréversible. Je savais que le moment viendrait où tout cela devrait être exposé, où les décisions prises dans l'ombre seraient confrontées à la lumière d'un cadre légal. Je ne savais pas encore comment, ni quand exactement. Mais je savais une chose. Cette fois, je ne serais pas surprise. Tout serait prêt. Et dans cette préparation invisible, sans cri ni accusation, je reprenais quelque chose d'essentiel. Pas le pouvoir sur les autres, le pouvoir sur ma vie. La confrontation n'a pas été annoncée. Mais elle n'avait pas besoin de l'être. Elle s'est imposée le jour où le cadre légal, patiemment préparé, a cessé d'être théorique pour devenir opérant. Ce jour-là, tout ce qui avait été décidé sans moi a dû être dit devant moi. Sans raccourci, sans version arrangée. Nous nous sommes retrouvés autour d'une table, dans un bureau sobre, impersonnel. Ma belle-fille était confiante. Mon fils semblait tendu, mais déterminé à tenir la ligne qui s'était fixée. Il parlait comme on parle, quand on croit encore maîtriser la situation. Moi, je n'avais rien à prouver. Je n'étais pas venu pour convaincre. J'étais venu pour acter. La discussion a commencé comme d'habitude. Des explications générales, des intentions présentées comme raisonnables. Des phrases qui cherchaient à apaiser plutôt qu'à éclairer. Je les ai laissés parler. Mais je n'ai pas interrompu. Je savais que ce moment viendrait. Celui où les mots ne suffiraient plus. Puis le cadre a changé. Les documents ont été posés.
Les faits ont été rappelés, un à un. Pas de jugement. Pas d'émotion. Des dates. Des signatures. Des décisions prises sans mon consentement. À mesure que ces éléments étaient exposés, je voyais leur assurance se fissurer. Pas parce qu'ils se sentaient attaqués, mais parce qu'ils comprenaient que le terrain n'était plus celui de l'affect. Ma belle-fille a tenté de reprendre la main. Elle parlait de bonne foi, de précipitation, de contexte. Elle expliquait qu'ils avaient agi pour le bien de tous. Cette fois, ces mots n'avaient plus le même effet. Ils se heurtaient à un cadre qui ne se laisse pas attendrir. Le droit n'écoute pas les intentions. Il examine les actes. Mon fils a essayé de minimiser. Il parlait de malentendus, de communication imparfaite. Mais il cherchait une sortie honorable, une manière de refermer la situation, sans en mesurer pleinement les conséquences. Je l'ai regardé, longuement. Puis, j'ai parlé. Peu, mais clairement. Je n'ai pas parlé de trahison. Je n'ai pas parlé d'amour. J'ai parlé de limites. J'ai dit que certaines décisions ne pouvaient pas être prises sans moi. Que ce qui avait été fait devait être revu. Que désormais, rien ne se ferait dans le flou. Moi, ma voix ne tremblait pas. Elle n'était ni dure, ni suppliante. Elle était exacte. Ce moment a marqué un basculement. Ils ont compris que je ne demandais plus, que je n'expliquais plus, que je constatais, et qu'en face de cette constatation, il n'avait plus de marge de manœuvre. Ma belle-fille a laissé apparaître une irritation qu'elle contrôlait jusque-là, parfaitement. Elle n'était plus habituée à ce que quelqu'un lui oppose un cadre qu'elle ne pouvait pas contourner. Mais elle a cherché le regard de mon fils. Il est resté silencieux. Ce silence-là n'était plus une protection. C'était une impuissance. Mais les conséquences ont été énoncées calmement. Certains actes devaient être corrigés. D'autres annulés. Des décisions futures ne pourraient plus être prises sans mon accord formel. Chaque phrase redessinait les rapports de force. Non pas en ma faveur personnelle, mais en faveur d'un équilibre que l'on avait trop longtemps ignoré. Je n'ai ressenti ni joie, ni vengeance. Seulement une forme de soulagement. Ce qui devait être dit l'avait été. Ce qui devait être encadré l'était désormais. Je n'avais pas gagné contre eux. J'avais cessé de perdre contre moi à même. Primo. En quittant la pièce, personne ne parlait. Chacun digérait à sa manière. Je savais que cette confrontation n'était pas une fin émotionnelle. Les blessures restaient. Les relations étaient fragilisées. Mais une chose était irréversible. Je n'étais plus celle que l'on contourne. Mais le piège ne s'était pas refermé par surprise. Il s'était refermé parce que j'avais cessé de me taire là où le silence normal était plus une option. Et cette simple décision avait suffi à faire basculer tout ce qui reposait sur l'idée que je ne oserais jamais aller jusque là. Après la confrontation, rien ne s'est réglé par enchantement. Il n'y a pas eu de scène spectaculaire et il n'y a pas de rupture franche immédiatement visible. Ce qui s'est produit a été plus lent, plus sourd, mais profondément déstabilisant pour tous. L'équilibre ancien, fondé sur mes silences et leurs décisions, venait de se fissurer. Et une fois fissuré, il ne pouvait plus être maintenu artificiellement. Les jours suivants, les échanges ont changé de nature. Les phrases étaient prudentes, parfois maladroites. On parlait de tout, sauf de l'essentiel. Ma belle-fille évitait mon regard. Elle mesurait désormais chaque mot, consciente que rien ne pourrait plus être décidé sans cadre ni trace. Son assurance habituelle avait laissé place à une vigilance tendue. Elle n'était plus celle qui avançait en terrain conquis. Mon fils, lui, semblait épuisé. Il oscillait entre loyauté conjugale et culpabilité muette. Pour la première fois, il réalisait que l'illusion d'unité qu'il avait cherché à préserver reposait sur un déséquilibre profond. Il comprenait que ce qu'il avait présenté comme un choix naturel avait, en réalité, produit une exclusion. Cette prise de conscience le rendait silencieux, parfois absent, incapable de trouver une posture juste. Autour de nous, la famille élargie aperçut le changement sans toujours le comprendre. Certains ont posé des questions, d'autres ont préféré se tenir à distance. Il y avait une gêne diffuse, comme si chacun craignait que la situation n'oblige à regarder ses propres arrangements. À trois, on parlait de tension, de malentendus. Peu osaient dire que des décisions avaient été prises sans moi, que des limites avaient été franchies. Mais les anciennes alliances se sont révélées fragiles. Ceux qui soutenaient ma belle-fille se sont fait plus discrets.
Non, ceux qui doutaient n'osaient pas encore s'exprimer clairement. Chacun cherchait à se repositionner dans ce nouvel espace, où les règles n'étaient plus implicites. Je regardais cette recomposition avec une distance nouvelle. Je n'avais plus à arbitrer, à rassurer, à porter la responsabilité de la cohésion. Il y a eu des tentatives de rapprochement, des explications tardives, des justifications présentées comme des regrets. Je les ai écoutées sans m'y accrocher. Je savais reconnaître la différence entre une remise en question sincère et une volonté de revenir à l'ancien ordre. Ce que je refusais désormais, ce n'était pas la discussion, mais le retour au flou. Les repas de famille se sont espacés. Les invitations devenaient hésitantes, parfois annulées. On ne savait plus comment se comporter avec moi. Cette maladresse révélait une vérité simple. Ma place n'avait jamais été définie clairement. Elle avait été tolérée tant que je ne la revendiquais pas. Une fois revendiquée, elle obligeait chacun à se positionner. J'ai ressenti de la tristesse, bien sûr. Pas seulement pour ce qui se perdait, mais pour ce qui n'avait jamais vraiment existé. Une relation adulte, équilibrée, respectueuse. Cette tristesse n'était pas paralysante. Elle me permettait de faire le deuil sans me renier. Je comprenais que certaines familles préfèrent la façade à la vérité et que ce choix a un coût. Il y a eu aussi un soulagement inattendu, celui de ne plus porter seul le poids de l'harmonie, de ne plus être celle qui absorbe, qui temporise, qui s'excuse pour les autres. Là, le malaise ambiant n'était pas de mon fait. Il était la conséquence logique d'une vérité enfin posée. Et bien, peu à peu, chacun a dû accepter les nouvelles règles. Rien n'était plus automatique. Les décisions se faisaient plus lentes, plus encadrées. Ce ralentissement était perçu comme une contrainte par certains. Pour moi, il était une protection. Il empêchait les glissements, les arrangements, les interprétations opportunes. Je n'ai pas cherché à triompher. Je n'ai pas cherché à convaincre. J'ai simplement maintenu le cadre. Cette constance a fait son œuvre. Elle a redessiné les rapports sans cri ni menace. Alors, elle a rendu visible ce qui, jusqu'à là, se cachait derrière les habitudes. Mais l'éclatement familial n'a pas été une fin. Il a été une transition brutale, mais nécessaire. Tout ce qui reposait sur mon effacement ne pouvait pas survivre à ma parole. Et dans cet espace nouveau, encore instable, une chose était désormais acquise. Je n'étais plus la variable d'ajustement. Ce qui venait de s'effondrer ne méritait pas d'être reconstruit à l'identique. Et ce qui restait devait désormais se fonder sur autre chose que mon silence. Après l'éclatement familial, je n'ai pas cherché à réparer ce qui venait de se fissurer. J'ai compris assez vite que certaines structures ne se réparent pas parce qu'elles n'ont jamais été pensées pour inclure toutes les voix. Elles tiennent tant que quelqu'un accepte de se taire. Dès que ce silence cesse, elles révèlent leur fragilité. J'ai commencé par me recentrer sur moi. Pas de manière spectaculaire, pas de rupture brutale. Simplement en réorganisant mon quotidien autour de ce qui me faisait du bien, sans justification permanente. J'ai choisi mes horaires, mes habitudes, mes priorités. Ce qui pouvait sembler banal prenait soudain une valeur nouvelle. Je décidais pour moi, sans demander la permission. Les premiers jours ont été étrangement calmes. Un calme presque déstabilisant. Je n'avais plus à anticiper les réactions, ni à ajuster mes paroles pour ne pas froisser. Cette absence de tension m'a fait réaliser à quel point j'avais vécu sous pression pendant des années, sans même m'en rendre compte. Le corps, lui, s'en souvenait. J'ai recommencé à marcher longtemps, sans but précis. À lire sans penser au temps. À cuisiner pour le plaisir, pas pour répondre à une attente familiale. Ces gestes simples me rendaient une forme de liberté intérieure. Je ne construisais pas une nouvelle vie contre l'ancienne. Je la construisais à côté, autrement. Les relations ont évolué naturellement. Certaines se sont éloignées sans conflit. D'autres se sont révélées, plus solides que je ne l'aurais cru. Des personnes que je pensais secondaires sont devenues présentes. Des échanges simples, sans enjeu, sans rôle imposé. Je n'étais plus la mère à ménager, ni la belle mère à contenir. J'étais une femme à part entière. Alors, je pensais parfois à mon fils. Pas avec colère, avec une lucidité tranquille. Je savais qu'il traversait sa propre remise en question. Je ne cherchais plus à la guider. L'époque où je portais tout pour lui était révolue. L'amour maternel ne disparaît pas quand on cesse de se sacrifier.
il change de forme. Il devient plus juste ou il s'éteint. J'acceptais cette incertitude. Sa femme n'occupait plus mes pensées. Elle avait perdu son pouvoir sur moi. Non parce qu'elle avait changé, mais parce que le cadre avait changé. Elle ne pouvait plus agir dans le flou. Cette seule limite suffisait à réduire son emprise. Je n'avais plus besoin de me défendre. La clarté me protégeait. Je ressentais parfois de la solitude, bien sûr, mais ce n'était plus une solitude imposée. C'était une solitude choisie, habitée. Elle me permettait de réfléchir sans me corriger, d'accueillir mes émotions sans les minimiser. Je pouvais être triste sans devoir rassurer, lucide sans devoir expliquer. Je repensais souvent à la femme que j'avais été avant, après à celle qui croyait que se taire était une preuve de maturité. Je ne la jugeais pas. Mais elle avait fait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle savait. Mais je ne voulais plus vivre selon cette logique. Le silence subi n'était pas une sagesse. Il était une abdication lente. Dans cette nouvelle vie, je ne cherchais pas à reconstruire une famille idéale. Je cherchais à me tenir droite, à habiter pleinement ma place, sans négociation permanente. Cette simplicité était exigeante, mais elle était profondément apaisante. Elle m'offrait une cohérence que je n'avais jamais connue. Je savais que ce chemin n'était pas terminé. Il restait encore une étape, une mise au point intérieure, définitive. Une parole finale, adressée autant à moi qu'à celles et ceux qui, comme moi, avaient trop longtemps confondu amour et effacement. Cette parole, je la portais déjà en moi. Elle prenait forme lentement. Elle serait calme, sans reproche, sans triomphe. Une parole qui ne cherche plus à convaincre, mais à poser une vérité simple. Et je savais que lorsque je la formulerais, elle marquerait la fin d'un cycle et le début d'une paix que je n'avais jamais osé imaginer possible. Il m'a fallu du temps pour mesurer ce que cette histoire avait réellement changé. Pas seulement dans ma famille, pas seulement dans mes relations, mais en moi. Longtemps, j'ai cru que l'amour consistait à céder, à comprendre, avant d'être comprise, à taire ce qui dérange pour préserver ce qui reste. Je sais aujourd'hui que cette définition Allah m'avait lentement effacée. Mouche, je repense à cette phrase, dite calmement, presque avec douceur, quand mon fils m'a expliqué qu'il avait choisi son épouse. On m'avait présenté ce choix comme naturel, inévitable, moderne. On attendait de moi que je le accepte sans poser de questions, comme si le lien maternel devait s'adapter, sans condition. Ce jour-là, j'ai compris que l'on confondait maturité et renoncement. Je n'ai pas cherché à lutter contre ce choix affectif. Je n'ai pas voulu rivaliser, ni rappeler le passé comme une dette. Ce que j'ai refusé, en revanche, c'est l'effacement qui l'accompagnait. Ce glissement discret où on cesse de vous consulter, puis de vous informer, avant de décider à votre place. L'amour n'excuse pas tout. Il ne justifie pas l'injustice. La loi n'est pas entrée dans ma vie comme une arme. Elle y est entrée comme un cadre neutre, sans émotion, sans préférence. Elle n'a pas choisi entre une mère et une épouse. Elle a simplement rappelé des règles. Alors, et ces règles ont fait ce que les sentiments ne savaient plus faire, rétablir un équilibre. Mais pas. On m'a parfois reproché d'être allé trop loin, d'avoir formalisé ce qui aurait dû rester familial. Mais comme si la famille était un espace où le droit devait s'effacer. Je crois désormais l'inverse. C'est précisément parce que la famille touche à l'intime qu'elle a besoin de limites claires. Sans ces limites, l'affect devient un outil de pression et le silence une obligation déguisée. Je ne ressens ni fierté ni amertume. Il n'y a pas eu de victoire à célébrer. Ce que j'ai gagné est plus discret, mais plus durable. J'ai gagné la possibilité de ne plus douter de ma légitimité, de ne plus m'excuser d'exister, de poser des limites sans me justifier pendant des heures. Je pense souvent aux femmes qui, comme moi, ont appris à se taire très tôt, à celles à qui l'on a dit que parler abîme, que demander des comptes divise, que revendiquer sa place est une preuve d'égoïsme. Je voudrais leur dire que se taire trop longtemps n'apaise pas. Cela reporte simplement le moment où la vérité devra être dite, souvent à un coût plus élevé. Mon fils reste mon fils. L'amour que je lui porte n'a pas disparu. Il s'est transformé. Il n'est plus un amour sacrificiel. Il est devenu un amour lucide, capable de respecter la distance nécessaire. Cette transformation est douloureuse, mais elle est honnête. Elle me permet de rester debout, sans exiger que il change pour me rassurer. Je regarde désormais mon parcours,
sans chercher à le réécrire. Chaque étape a eu son rôle. Les silences d'hier m'ont appris à observer. Les paroles d'aujourd'hui m'ont appris à me respecter. Je ne regrette rien. Je comprends. Et cette compréhension m'apaise. Si cette histoire devait laisser un message, ce serait celui-ci. Il n'est jamais trop tard pour remettre de l'ordre. Pas pour punir. Pour respirer. Pour rétablir une cohérence entre ce que l'on ressent et ce que l'on accepte. La paix véritable ne naît pas de l'effacement, mais de l'alignement. Je ne cherche plus à convaincre, ni à expliquer. Je vis désormais dans un cadre où ma voix n'est ni tolérée, ni redoutée, mais simplement reconnue comme légitime. Cette reconnaissance ne m'a pas été offerte. Je l'ai construite, pas à pas, sans cri, sans mise en scène. Et c'est depuis cet endroit précis, calme et enfin habité, que je peux dire à celles et ceux qui hésitent encore à parler, à poser des limites, à demander le respect qu'ils méritent, une phrase simple, sans colère et sans triomphe. Le silence peut aussi être une forme de justice.